Parfait, merci. Bonjour. Nous attendons votre collègue Oui, de Auvergne-Rhône-Alpes. Madame Dubessy, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour. Bon, écoutez, je vous propose néanmoins de démarrer cette audition. Mes chers collègues, nous poursuivons cet après-midi nos auditions des représentants des associations d'élus. Après l'échelon départemental, nous abordons aujourd'hui l'échelon régional. Je souhaite donc la bienvenue au Sénat à Madame, enfin par visio, à Madame Florence Dubessy, vice-présidente du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée à l'éducation et au lycée, et à Madame Carole Canette, qui m'entend toujours. absolument. Très bien, vice-présidente du Conseil régional de Centre Val-de-Loire, déléguée au lycée, à l'éducation, à l'apprentissage, à la jeunesse et à la vie lycéenne. Rien que ça. Oui. J'indique à votre attention, Madame, pour l'instant, que notre objectif est non seulement d'évaluer les besoins de rénovation des écoles, collèges et lycées liés à la transition écologique, mais aussi d'identifier les défis, notamment juridiques et financiers, de cette rénovation pour les collectivités territoriales. Et surtout, d'évaluer l'efficacité de l'accompagnement des élus locaux, s'agissant plus particulièrement de l'accès à l'information et à l'expertise. Je rappelle également que cette audition donnera lieu à un compte-rendu écrit qui sera annexé à notre rapport et que son enregistrement vidéo sera accessible sur le site du Sénat. Un questionnaire vous a été adressé en amont de cette réunion. Nous n'aurons vraisemblablement pas le temps d'épuiser cet après-midi tous les sujets qu'il comporte, sait-on jamais, mais vous pourrez, surtout si vous êtes seul, ce sera plus facile pour vous, nous adresser par la suite des éléments écrits et enrichir notre réflexion. Je vous serai donc reconnaissant lors de votre exposé de vous limiter à un temps de parole de 10-15 minutes, voire 20-30 minutes selon la configuration finale, afin de permettre un temps d'échange après vos interventions. Avant de vous donner la parole, notre rapporteur Nadège Havet va vous poser une première série de questions. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Canette. Merci de prendre le temps, effectivement, de nous répondre. On va juste préciser une chose, parce qu'on a oublié de le dire hier, et Valérie nous a rappelé que c'était important de le dire, qu'il y a un questionnaire, en fait, qui, à destination de la consultation des élus, qui est déposé sur la plateforme du Sénat, auquel vous pourrez répondre. Donc, vous pouvez, il va être cette semaine déposé, donc vous pouvez le diffuser auprès de vos élus également pour qu'on ait une plus large consultation possible. Je vais démarrer par un certain nombre de questions et puis ensuite on verra avec mes collègues également les différentes questions qu'on aura à vous poser. Je voudrais d'abord savoir, au regard des enjeux écologiques, énergétiques et climatiques, les principaux besoins des lycées en matière de bâti scolaire et les opérations de réhabilitation les plus urgentes dans votre région. Quelle est sur ce point la spécificité en fait liée au lycée professionnel ou au lycée technique? Comment qualifiez-vous l'état de vos lycées au regard d'une part des enjeux de la transition écologique et d'autre part des enjeux relevés par la crise sanitaire, comme la ventilation et la qualité de l'air? Et ma dernière question pour le moment sera, disposez-vous d'informations sur le coût par mètre carré des opérations de construction et de rénovation? Je vous remercie. Alors, pour simplifier nos débats et que je perde le moins de temps possible dans mes réponses, est-ce que vous pouvez me cibler à quel numéro de questions qui nous ont été adressées cela correspond? Puis ça m'évitera, parce qu'on a un peu travaillé évidemment pour préparer, et ça m'évitera de rechercher dans mes documents pour ne pas oublier les éléments dont je pourrais vous faire part. Alors, ce que je vous propose pour que ce soit plus simple et comme
on a un peu plus de temps, vu que vous êtes la seule interlocutrice aujourd'hui. Je vous propose que vous nous fassiez votre intervention dans le sens que vous souhaitez. Et puis, nous, voilà, en fonction de ce que vous avez préparé, ensuite, nous, on s'adaptera, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Mais déjà, peut-être en introduction, vous dire que ces questions de gestion de l'énergie, de patrimoine bâti, et donc du lien entre l'état du patrimoine bâti des lycées et des économies d'énergie, on s'y est attelé en région Centre Val-de-Loire, mais pas seulement, hein, l'ensemble des régions, depuis un petit bout de temps quand même. Nous n'avons pas attendu la crise énergétique pour prendre, si ce n'est la pleine mesure, notamment des enjeux nouveaux qui se profilent devant nous, mais en tout cas la pleine mesure de la nécessité d'avancer sur ces sujets-là. Donc globalement, on a avancé, et particulièrement en région centre. Alors là, sur deux sujets. Le premier, je crois que l'ensemble des régions s'y attelées, c'est effectivement l'état du bâti. Mais il nous a semblé aussi, et donc en région centre, en Val-de-Loire, on y a travaillé depuis un petit bout de temps, que les questions de production, de régulation, distribution de chaleur étaient extrêmement importantes. On ne peut pas travailler sur un volet sans travailler sur l'autre. On peut travailler à la distribution, à la régulation, etc. Si on a des passoires énergétiques, ça ne sert pas à grand-chose. Mais en même temps, même dans le bâti tel qu'il était, le fait d'avoir, c'est ce qu'on a fait, des contrats de performance énergétique et de travailler à des meilleurs modes de production, à une meilleure utilisation de la chaleur en particulier, nous semblait absolument central. Donc ça, nous, on a commencé ce travail en 2010, et puis on a mis un deuxième coup d'accélérateur en 2020, donc vous voyez que le sujet n'est pas nouveau pour nous. Néanmoins, la tâche est immense, absolument immense. On s'était donné comme objectif d'arriver sur des consommations qui correspondent maintenant aux objectifs qui nous sont donnés par l'État, de gagner 40% de consommation par rapport à 2010 aux alentours de 2030. Donc ça, ce travail-là, il a été fait. Ce qui nous inquiète fortement, en revanche, c'est les deux étapes ultérieures qui seraient d'arriver à moins 50% de consommation en 2040 et moins 60% en 2050. Là, on a chiffré à peu près ce que ça représenterait sur 25 ans. C'est 1,5 milliard. Donc, évidemment, ce sont des sommes qui sont absolument considérables. Ça fait environ 50 millions par an. Aujourd'hui, on investit, je vous parle à l'échelle de la région Centre-Val de Loire, 100 millions d'euros dans les lycées. Ça veut dire qu'il faut qu'on bascule 50% de ces sommes uniquement sur la rénovation énergétique. Or, vous n'êtes pas évidemment sans savoir qu'il y a d'autres investissements qui sont nécessaires, parfois pour construire un lycée, parfois pour des plateaux techniques, des extensions, des rénovations soit de lieux d'enseignement, soit d'internats. On a un vrai sujet avec les internats, ou de restauration scolaire. Bref, la détermination est forte, mais la tâche absolument immense. Voilà. Ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Le deuxième, c'est que on expérimente, mais comme je crois que c'est fait par d'autres régions, différentes modalités, outre le travail sur l'enveloppe thermique, sur l'enveloppe bâtimentaire. On expérimente pour la gestion de l'énergie différentes modalités. On a les CPE, on a des lycées qui sont gérés avec des équipes
de la région pour regarder un petit peu comment les choses fonctionnent au mieux. Il nous semble que l'expérience des contrats de performance énergétique sont particulièrement intéressantes. Alors, elles se doublent toujours de premiers travaux d'investissement sur l'enveloppe bâtimentaire, à minima. Voilà ce que je peux vous dire en introduction. Vous nous interrogiez dans votre document qui nous a été transmis en amont de cette audition sur les statistiques concernant les modes de chauffage des lycées, la répartition entre le gaz, le chauffage urbain, le fioul, le bois. On dispose de quelques données à l'échelle de l'ensemble des régions. L'enquête a été menée par l'Association des régions de France au printemps 2022. Il semblerait, au regard des réponses qu'on a, qui concernent 11 régions, que l'électricité, mais vous voyez, les situations sont très différentes parce que vous allez voir que nous, on est un peu, la région Centre-Val de Loire est un peu atypique. La première source d'énergie utilisée dans les lycées est encore l'électricité, puis vient le gaz et de manière ponctuelle le fioul. On constate aussi un mouvement, et je le vois dans ma région aussi, assez fort pour le raccordement au chauffage urbain, avec donc souvent des systèmes qui sont alimentés par la biomasse, avec souvent des mélanges entre bois donc et puis du gaz et de la proportion bois qui est en train d'augmenter. On est sur c'est pareil, on est un peu atypique. On est sur des contrats de gaz en général qui ont une moyenne d'un peu moins de 3 ans et qui se répartissent beaucoup avec au moins une partie de prix bloqués. Les contrats se répartissent entre 40% de prix bloqués, 50% un mix bloqué, non bloqué et 10% de prix non bloqué on connaît les effets que ça a. Et on est à peu près dans la même répartition pour l'électricité, des durées de mandat, des durées de contrats qui sont un peu similaires. Tout ça se joue, je vous le disais, dans un contexte de patrimoine, d'état du patrimoine qui est globalement bon, même si, je vous le disais là aussi, l'ampleur des investissements nécessaires pour avoir une qualité optimale en matière de performance énergétique reste absolument considérable, puisque on est sur des surfaces qui sont absolument conséquentes. D'ailleurs, on regarde en général les surfaces par élève ont ces dernières années augmenté, même si on commence à avoir des réflexions intéressantes, là, je trouve, quand on bâtit de nouveaux lycées, mais globalement, les surfaces par élève sont importantes. On a la surface dont on parle pour l'ensemble des lycées d'enseignement général, de lycées professionnels, de lycées agricoles et maritimes, on parle de quelques 46 millions de mètres carrés. Et quand je dis quelques, on pourrait dire 47 même millions. Donc ça veut dire des investissements extrêmement lourds. Encore une fois, les régions sont vraiment engagées résolument dans ce mouvement-là, avec quand même quelques freins qui sont parfois le manque de visibilité qu'on peut avoir sur les accompagnements mobilisables. Souvent, l'État procède par des appels à projets sur une année. Alors, ça peut être le fonds vert, ça peut être moult dispositifs. Mais nous, les régions, on a besoin de programmer. Quand on s'attaque à un parc immobilier de 47 millions de mètres carrés, toutes régions confondues, ça suppose de programmer les choses. Et programmer les choses à partir de nos seuls budgets, ça peut être compliqué, puis je rajouterai un élément, mais le programmer en se disant qu'on va avoir
des appuis, des aides, des cofinancements, c'est bien, mais le travail ne peut être optimum que si on a une visibilité sur les aides dont on peut disposer, y compris d'ailleurs, je parle du gouvernement, mais y compris à l'échelle, sur l'échelon européen. Et puis, parce qu'un des risques qu'il pourrait y avoir, c'est que nous finissions par nous concentrer sur notre patrimoine scolaire, les lycées donc. Souvent, on aide d'ailleurs, je dis ça, mais on aide les lycées sous contrat, y compris sur l'investissement, mais qu'on se concentre sur notre niveau premier de responsabilité, à savoir les lycées, et que soit tenté de revoir le volume dans lequel on accompagne par ailleurs les autres collectivités sur leurs propres responsabilités. Pour faire court, on aide aussi les départements sur la rénovation de leur patrimoine scolaire pour les collèges. On est en appui des collectivités, des communes, sur la rénovation de leur patrimoine pour le niveau primaire et maternel. On le fait à travers des dispositifs divers selon les régions. En Centre-Val de Loire, c'est par exemple la convention région-département, c'est les contrats régionaux de solidarité territoriale. Enfin, si d'un seul coup, on se dit, bon, la priorité, enfin, c'est le cas, mais il faut qu'on concentre nos moyens sur notre patrimoine. Le risque, c'est qu'on mette en difficulté les autres collectivités. Donc vraiment, la question d'avoir une visibilité sur les cofinancements qu'il peut y avoir à l'échelon supra-régional, c'est absolument central. Voilà, peut-être parce que c'est pas un risque, hein, c'est bien qu'on puisse faire ce travail-là, mais on est face à des enjeux. Non seulement il est question d'être vertueux en termes de consommation d'énergie, mais il est question aussi d'enjeux financiers et budgétaires sur le fonctionnement. On a, j'ai quelques chiffres là sous les yeux. En 2019, on était je vais vous donner les chiffres de la région Centre-Val de Loire. Consommation d'énergie, électrique, pardon. On était à 5,5 millions et 6,7 millions sur le gaz. Voilà, c'est à peu près le seul volume, parce qu'il nous reste 2 chaudières fuel, enfin c'est tout à fait anecdotique. Aujourd'hui, face à ces 5,5 et ces 6,7 millions, je vais vous donner les chiffres 2022. Non, je vais vous donner même les projections 2023. On passerait à 22 millions. 21,8, on a ça dans nos budgets. Donc, vous voyez, on passe de 12 millions à 22 millions en consommation d'énergie pour notre patrimoine scolaire. Donc, c'est aussi et sur le fonctionnement. Et on sait combien les budgets de fonctionnement sont tendus parfois. Donc, la tentation, elle pourrait être d'être efficace, absolument efficace, pour aussi, à la fois parce que c'est vertueux, à la fois parce que ça vient contraindre, si on ne le fait pas, ça vient contraindre nos budgets de fonctionnement. Et donc, le risque, ça pourrait être qu'on soit moins en appui des collectivités infrarégionales pour qu'elles continuent à faire le travail sur leur propre patrimoine. Voilà ce que je Tout à l'heure, oui, excusez-moi. Tout à l'heure, vous avez dit, quand vous avez parlé des sources d'énergie sur les 11 régions, qu'il y avait des spécificités, en fait, et vous alliez nous expliquer lesquelles en Centre-Val de Loire. J'aurais bien aimé connaître également le nombre de lycées que vous avez dans votre région. Ah, pardon, on a 100 lycées. Merci. Et savoir la proportion de ceux qui ont déjà été, en fait, rénovés ou pas. Est-ce que vous en avez une idée, et je reviendrai après sur d'autres questions. Oui, alors que je ne me trompe pas dans les chiffres. Nous, la spécificité, c'est qu'on est beaucoup au gaz, beaucoup au chauffage urbain, et donc la question de l'électricité est moins forte qu'ailleurs quand même. Voilà. Après, sur
Donc nous, on dispose de 100 lycées je pense à l'échelle nationale, on doit être à 3750 établissements, je crois, si on est sur le public et sous contrat. Je crois que c'était les données dont on disposait. Pour atteindre le niveau 1 des dispositions nationales, hein, dans notre stratégie d'ambition, on va dire que quasiment 100% allez, je vais dire 90% de nos lycées sont traités là, parce que on a eu une vague de contrats de performance énergétique dès 2010, et à chaque fois on investit fortement sur l'enveloppe pour que la performance énergétique, pour que le travail sur la production, la régulation, la distribution de chaleur soit efficiente. Donc on l'a fait en 2010 sur 20 lycées. On a mis 30 millions sur la table pour agir sur les enveloppes bâtimentaires. Et on a réussi effectivement à réaliser 40% d'économie aujourd'hui en termes de consommation. Donc, on l'a fait pour 20 lycées en 2010. On l'a fait pour 60 lycées en 2020. Et puis, donc ça fait 80. Et les 20 autres, on a eu quelques travaux. Donc, j'allais dire, 100% des lycées ont eu un premier traitement. Mais si on parle de l'objectif d'arriver à moins 50% en 2040, là, il faut qu'on reprenne tous nos lycées pour passer de ce niveau 1 à ce niveau 2. On a 90% des lycées à traiter. Donc, inutile de vous dire que c'est la même chose pour le niveau 3. J'imagine bien, je vous remercie. Quand vous parliez des 11 régions tout à l'heure, avec en numéro 1 la source d'énergie, électricité, gaz et fuel, est-ce qu'il y a une disparité dans les régions? Est-ce qu'on a plus d'électricité à certains endroits de la France et du gaz à d'autres, ou est-ce que c'est vraiment un peu disparate? Je n'ai pas, à mon sens, c'est disparate, mais ça n'est que mon intuition, je n'ai pas de cartographie. Je vous remercie. Est-ce que mes collègues à ce niveau-là ont déjà des questions? Savoir si vous avez pu déjà dans les lycées que vous avez construits neufs, en construire à énergie positive. Alors, non. Nous sommes en train d'en construire 2, là, actuellement. Il y en a un qui va ouvrir à la rentrée prochaine. Il y en a un dont la première pierre n'est pas encore posée, mais les plans sont faits, j'allais dire. On est sur l'avant-projet définitif. Enfin, les plans, l'avant-projet définitif. On multiplie, vraiment, on cherche là à chaque fois. Et il y a rarement une solution globale, parce qu'en fonction du type d'équipement, on peut avoir un bout du lycée qui va être en énergie positive, mais pas entièrement. Ouais, pas entièrement, quoi, parce que on va vraiment chercher les sources d'énergie adaptées en fonction du type de lieu. On va pas avoir la même solution énergétique pour le gymnase que pour l'internat, où il y a la question de la production d'eau chaude dans d'autres volumes que ailleurs. Donc, on explore à chaque fois la géothermie, on explore les panneaux solaires et le solaire thermique pour l'eau chaude, l'eau chaude sanitaire en particulier. Mais non, on n'arrive pas à des solutions de lycée à énergie passive. Et une petite encore, le pourcentage de ce que vous faites de rénovation ou construction neuve, est-ce que vous réhabilitez plus que ce que vous construisez? Ah non, on réhabilite surtout. Bah oui. D'accord. Oui, on réhabilite. Vous arrivez à préserver le bâti ancien? Ah bah oui. Madame la vice-présidente, sur les 20 lycées que vous avez traités en 2010, oui,
puis les 60 autres lycées que vous avez traités en 2020, considérez-vous qu'il faille tout refaire ou que les travaux que vous avez... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Est-ce que vous considérez que les travaux qui ont été réalisés, c'est à valoir sur les travaux qui restent à faire? Parce que pour atteindre... Oui, bien sûr. Simplement, j'allais dire, vous savez, c'est toujours les premières marches qui sont les plus faciles à... Alors là, elles étaient ambitieuses, mais ce sont toujours les premières marches qui sont les plus faciles à gravir. Là, l'ambition, elle était forte. On a réussi à être peu ou prou à atteindre l'objectif d'une diminution de 40% de l'énergie en couplant l'intervention sur le bâti et la régulation, la production de chaleur. Nous, on travaille avec le groupe Eiffage et donc des équipes dédiées, etc. Bon. Mais passer de moins 40 à moins 50, ça suppose non pas de tout refaire, mais des investissements complémentaires. Donc quand je dis il faut intervenir sur 90% des lycées pour atteindre les 50%, c'est pas partout pareil. Évidemment, ce qui a été fait n'est pas à reprendre. Mais le compléter, ça va être une sacrée affaire, quoi. Et question complémentaire, est-ce que vous profitez de ces travaux de rénovation énergétique pour traiter d'autres aspects Absolument. Par exemple, sur le côté agréable du lycée, sur l'accessibilité, sur la fonctionnalité des lieux, vous en profitez, bien sûr, j'imagine. Oui. Alors, quand on est dans le cadre de contrats de performance énergétique, on a, ça fait partie du cadre contractuel avec l'opérateur. Hein. En gros, on dit, voilà, dans l'enveloppe qui vous est donnée, à la fois pour réguler, pour produire, pour tout ça, on adosse une enveloppe d'investissement pour la rénovation thermique. Et là, nous, on vient en complément sur des aspects tels que le cadre de vie. Et puis, pour les 20 lycées qui restent, quand on intervient sur la rénovation thermique, là, d'emblée, on envisage tous les volets. Oui, pour regarder le cadre de vie, d'autant que on s'attelle aussi à, évidemment, quand on pense aux rénovations thermiques, très souvent, même si c'est de moins en moins vrai, très souvent, on pense d'abord aux dépenses de chauffage et donc au confort d'hiver. Mais de plus en plus, on aborde des questions de confort d'été. Il y avait une petite question dans votre questionnaire d'ailleurs sur est-ce qu'il y a des salles plus fraîches qui sont prévues, etc. Je pense que vous allez m'interroger là-dessus. Mais on intervient aussi sur ce champ-là dans le cadre de la rénovation des extérieurs avec les questions de revégétalisation des cours et d'imaginer non seulement des îlots de fraîcheur pour que les élèves puissent avoir un peu de fraîcheur quand il fait chaud, mais pour avoir une implantation qui puisse jouer sur le confort en intérieur. Voilà, donc on couple les choses, à la fois rénovation thermique, cadre de vie et jouer sur le confort d'été à travers ce cadre de vie, notamment quand on est dans l'extérieur. Est-ce que quand vous faites la réflexion d'un lycée ou que vous le construisez tout en entier, il y a un travail avec la communauté éducative également? À quel moment ils sont associés en fait à vos travaux? Alors, quand on est sur les rénovations, sur les aspects des rénovations énergétiques, le travail, il est essentiellement technique sur la base du recueil des besoins des utilisateurs. Donc, ça va être, on va travailler avec la direction, avec le gestionnaire, avec nos équipes à nous pour regarder quelles sont les priorités, là où il faut traiter. Enfin, en revanche, quand on est, et puis, alors par contre, quand on est sur le cadre de vie,
on essaie que ce travail-là se fasse avec l'ensemble de la communauté éducative, y compris les lycéens. Quand on construit, la démarche est assez à la fois ambitieuse, mais nouvelle, mais ça correspond à des mouvements sociétaux plus larges et plus profonds qui appellent à ça. On travaille avec des ateliers de participatifs qui associent évidemment la communauté éducative, mais pas que, puisqu'on travaille aussi avec les élus locaux d'une part, et avec, par exemple, les associations locales et même les habitants d'une part, parce que on tient à s'assurer, et c'est un gage de cela, que l'implantation d'un lycée qui souvent vient quand même bouleverser l'environnement des gens, la topographie, il va y avoir des travaux, il va y avoir des routes, on était dans un champ, ça en sera plus un, etc. Donc que le projet soit accueilli. Donc on travaille cette acceptabilité, mais on travaille aussi, ça me semble important de le dire, parce que si on devait être accompagné plus soit par l'État, soit par des fonds européens, c'est non seulement ce serait non seulement pour nous accompagner sur notre propre patrimoine où se passent les actes éducatifs, mais aussi parce que maintenant on cherche à ouvrir notre patrimoine pour qu'il profite aux autres acteurs. Je crois que c'est fini le temps où on construisait un gymnase pour un lycée qui fonctionnait de 8h du matin jusqu'à 18h les semaines scolaires et qui était fermé et qui ne servira à rien pendant les week-ends, les vacances scolaires. Et puis à côté, on bâtirait un collège, un gymnase. La collectivité, une commune bâtirait un gymnase pour mettre à disposition de ces associations, notamment pour les tournois le week-end. Et c'est fini, ces choses-là, je pense que... Donc, la question de la mutualisation des équipements, et je pense que c'est intéressant aussi sur la conception de la place du lycée dans la vie de la cité, parce que ça permet de l'ouvrir également, et donc de faire tomber des représentations, des barrières, etc. La mutualisation des équipements est aujourd'hui une préoccupation forte. Mais, à mon avis, ça justifie d'autant plus que l'ensemble des financeurs puissent être au rendez-vous, parce qu'il y a cette démarche-là qui me semble extrêmement vertueuse. Merci, vous m'offrez une transition toute facile. Vous parlez de mutualisation des équipements. On a rencontré la semaine dernière des représentants des enseignants français à l'étranger et on a parlé en fait de la conception des lycées français à l'étranger. Je me souviens plus, c'était à Madrid ou je ne sais plus où. Il y en a un qui est effectivement en construction avec cette vision de l'inclure dans la ville et qu'il soit ouvert pour qu'il puisse effectivement, c'était à Séville, me souffle-t-on, qui puisse effectivement être aussi ouvert aux habitants qui pourraient y passer ou y découvrir un certain nombre de choses. Et je voulais savoir si vous avez un échange en fait avec leur façon de faire et notamment tout ce qu'ils font de bien au niveau de la construction par rapport à tout ce qui est canicule ou dans les endroits où il fait vraiment très chaud et savoir si vous avez une remontée avec des bonnes pratiques ou si c'est quelque chose qu'il faudrait accentuer parce que les différents architectes aujourd'hui seront peut-être confrontés demain à des montées de température plus importantes et on aurait peut-être besoin de s'inspirer de ce qui se fait chez nous mais à l'étranger. Alors, non, on n'a pas d'échange de bonnes pratiques, mais vous avez, c'est une piste qui me semble très intéressante et je pense que c'est une proposition que je vais faire à l'ARF parce que ça me semble effectivement très intéressant, notamment sur la gestion des fortes chaleurs. Pour ce qui est de la mutualisation, alors oui, on le fait non seulement, on l'a en tête, mais c'est pas seulement une question d'usage. Cette possibilité d'usage partagé, alors
elle suppose un travail de sensibilisation, parce que la communauté éducative n'y est pas toujours très prête. Sur le principe, oui, mais il faut régler des questions de crainte, de responsabilité s'il y a un accident, de oui, mais est-ce que tel équipement il peut fonctionner sans qu'il y ait du personnel de la région, parce que nous, on veut bien prêter nos équipements, mais enfin, si ça vient agir sur la masse salariale, parce qu'il faut du personnel en plus, faut peut-être voir qui absorbe ça. Mais surtout, ça se pense dès la conception. Il y a des lycées qui sont construits de longue date et pour lesquels la topographie des lieux fait que c'est compliqué. En revanche, aujourd'hui, je le dis là, on construit 2 lycées. Un des critères quand on retient les projets, c'est d'avoir intégré cet enjeu-là, et donc la manière dont on tourne tel équipement, que le lycée ou l'amphi, ou la salle de conférence, ou la petite salle de spectacle, soit tourné vers l'extérieur, que les parkings soient proches, qu'il n'y ait pas besoin de rentrer au cœur du lycée pour accéder à ces équipements, pour qu'il puisse y avoir une porosité entre la cité et ces équipements, sans que ça vienne inquiéter la communauté éducative. On l'a dès la conception, dès la rédaction des premiers documents qui vont présider à l'élaboration du projet définitif. Mais je retiens la suggestion de nous tourner vers les lycées français de l'étranger, notamment pour imaginer des choses, s'inspirer de leurs bonnes pratiques concernant l'effort de chaleur, à la fois sur les projets bâtimentaires, enfin sur les nouveaux projets, mais à la fois sur les rénovations, ou les ajustements, enfin les adaptations des lieux dont on dispose déjà. On va vous remettre les coordonnées des personnes qu'on a auditionnées. Ça peut être effectivement une piste. J'aurais aimé également avoir votre avis sur s'il y avait la création d'un opérateur auquel serait confiée la mission de coordonner l'accompagnement des collectivités qu'ils souhaitent, évidemment, dans la conduite de projets de rénovation énergétique sous forme de guichet unique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraîtrait intéressant ou pas du tout, puisque dans le fonctionnement aujourd'hui, tout fonctionne très bien? Alors, je vais vous répondre oui, mais pas en portant la casquette qui fait que nous avons cet échange aujourd'hui. Je m'explique. Je suis par ailleurs maire de la commune de Fleury-les-Aubrais, dans le Loiret. En tant que vice-présidente du conseil régional, je vais vous dire, et même que représentante de l'ARF, j'aurais tendance à vous dire, les régions se sont engagées dans ce travail depuis longtemps. On a des équipes structurées. On a les moyens de faire cette ingénierie et on l'a fait. Donc, ce guichet unique, en tant que vice-président du conseil régional, ne me met pas quelques étoiles dans les yeux. En revanche, en tant que maire, oui. Vous devriez revenir demain à notre audition avec les élus locaux, alors. Et pour les départements, je m'avance parce que je sais pas le département, mais je pense qu'ils sont plutôt dans la même configuration que les régions. La commune. Pardon. Non, que les régions. Ouais. Que les régions. Ils ont un patrimoine important, ils ont les moyens d'avoir des équipes solides. Je pense que le travail est fait, quoi. Le travail d'ingénierie, d'imaginer, ils ont des interlocuteurs comme les régions habituels. On sait faire. Les régions savent faire. Je pense que les départements aussi. En revanche, les communes, je crois que c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, je sais pas, je crois. En tout cas, pour certaines, ou pour une au moins, c'est beaucoup plus compliqué. Mais pour partager avec nos collègues, c'est largement répandu et je pense que c'est... tout le monde vous dira ça, à part les très grosses métropoles. Combien il y a d'habitants dans votre commune? 22 000. 21 000. Je te laisse la parole.
tu avais une question. Oui, j'ai trouvé que, puisqu'on a auditionné l'ADF hier, que l'ADF était même plus sévère que vous en direction de l'État. Elle a eu des commentaires un peu plus musclés. Est-ce que vous avez entendu parler du guide édité par l'Éducation nationale sur le bâti scolaire? En tout cas, vous n'en avez pas eu besoin. Oui, mais enfin, là, je vais être un petit peu plus sévère. Je n'y ai pas vu grand intérêt, quoi. Il arrive avec retard. Et puis, il est, comment dire, si j'en ai les bons souvenirs, il est un recueil presque des attentes des usagers plus qu'un guide pour les collectivités. Et donc, si ce guide avait été orienté plus pour nous dire comment on peut faire le filtre, adapter nos fonctionnements pour ne pas juste comment dire, pour ne pas juste parce que là on a quoi qui sont pas filtrés, qui sont pas accompagnés. Donc voilà, franchement, ce guide-là, moi, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Voilà qui est clair. Dites-moi, sur les 100 lycées qui relèvent de votre responsabilité, il y en a sans doute, je pense sous le contrôle de Jean-Paul Prince qui vous salue, il y en a sans doute qui sont des bâtiments classés au sens des monuments historiques. C'est bien ça, Jean-Paul? Est-ce que l'intervention sur ce type de bâtiment revient beaucoup plus cher que sur celle qu'on peut constater sur les bâtiments classiques, traditionnels? Oui, on a du patrimoine. Alors moi, j'en ai dessus, je crois pas, à part peut-être, il y en a peut-être un dans le 28. Mais sinon, on n'a pas, ou alors des petits bouts. Oui, ça revient toujours plus cher hein, quand on est sur. Mais je n'ai pas, et on ne m'a pas remonté de problématiques particulières sur ce sujet-là. Mais je ne pense pas que ce soit parce que ça n'existe pas. Je pense que c'est parce que tous les élus savent que dès lors qu'on intervient sur du patrimoine, comme celui-là, c'est pas propre au lycée. On a toujours ces problématiques. Oui, c'est plus cher. Oui, il y a la question de l'ABF. Oui, voilà. Voilà. Dites, votre collègue de Auvergne-Rhône-Alpes n'est toujours pas là. Ça, on me le confirme. Si j'ai bien compris, vous avez ceci de commun avec les départements et sans doute avec les maires de France. Le principal obstacle, c'est le financement compte tenu du calendrier qui ne vous est non pas proposé, mais d'une certaine manière imposé. Deux choses. Oui, il y a le financement. Il y a les capacités à faire. Et là, c'est pas une question d'une cellule, d'un guichet unique et tout ça. C'est vraiment d'aller faire. Il faut aller faire les diagnostics, dire bon, on va sur celui-là plutôt que sur celui-là, etc. Donc les capacités à faire de nos équipes, hein, ça supposerait sûrement un renforcement des équipes dédiées à ça en interne, mais surtout les capacités à faire du territoire. C'est-à-dire qu'on est parfois confronté à des travaux qui sont reportés parce qu'il n'y a pas les entreprises n'ont pas les ressources humaines nécessaires pour mener ces travaux. Voilà, si on passe la vitesse supérieure, il y a certains problèmes de budget, il peut y avoir aussi un problème d'équipe interne, mais surtout le budget et surtout la capacité à faire des entreprises. Tu veux prendre la parole, Jean-Paul? Oui, ce sont surtout des grandes entreprises qui travaillent sur les lycées, genre Bouygues pour choses comme ça, ou des entreprises régionales. Alors, même quand c'est Bouygues, en fait, ça sous-traite. Donc, ce sont in fine, au bout du bout, ce sont des entreprises régionales.
Vous n'êtes pas la première à nous le dire. Les représentants des départements hier nous l'ont dit, mais la semaine dernière, on avait une audition avec la Fédération française du bâtiment et avec la CAPEB. Et en fait, on a bien insisté sur la capacité à faire. Et ce qui nous était remonté, c'était il n'y a pas de problème. Oui, j'étais aussi surprise que vous, mais oui, on a bien, à plusieurs reprises, posé la question si on allait pouvoir rénover, recréer dans un certain temps donné pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et ce qu'on nous livrait comme réponse, c'était qu'ils allaient s'adapter, mais qu'il n'y avait pas de difficulté. Alors, j'allais dire, je peux comprendre, enfin, j'imagine le pourquoi de cette réponse. Moi, j'ai des échanges, et j'en avais encore pas longtemps. J'étais à une manifestation, c'était quoi, de la fédération, de la CAPEB peut-être, où on présente en fait l'ensemble des collectivités sur notre territoire, c'était à l'échelle du département du Loiret, présente les projets qui vont arriver de manière à ce que les entreprises, enfin les uns et les autres, puissent avoir une visibilité, se dire, ah bah tiens, oui, là, il y a un marché public qui va arriver à telle échéance, on peut se préparer à répondre ou pas. Bon. Et puis, c'est le moment d'échange entre les collectivités et les opérateurs économiques. Et cette question-là ressortait, et pas de la part des élus, de la part des entreprises. Maintenant, je comprends aussi qu'à certains niveaux, ils ne le fassent pas forcément remonter parce que je pense qu'ils ne voudraient pas qu'on renonce à une ambition ils préfèrent qu'il y ait des marchés et pas pouvoir y répondre plutôt qu'il n'y ait pas de marché. Hein. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça. Néanmoins, casquette de vice-présidente, mais sur un autre domaine de compétences, ça veut dire qu'il faut qu'on prépare le pays à cela. Il faut qu'on prépare nos territoires et nos régions, mais plus globalement, qu'on prépare nos pays à cela. Donc la question des cartes de formation et du travail qu'on peut mener avec l'éducation nationale pour pour s'assurer qu'on se dote des compétences nécessaires en région, c'est absolument central. Et on a parfois un peu de mal à le faire avec l'éducation nationale dans une approche pluriannuelle. Je dis ça, il n'y a absolument pas de mise en cause des autorités académiques de ma région. Il se trouve qu'on a un nouveau recteur avec lequel la collaboration semble pouvoir se passer le mieux du monde. Mais il y a quelques, approches à modifier. On a parfois l'impression, quand on travaille les cartes de formation, on est dans la gestion, pas forcément à long terme. En tout cas, c'est ce que j'ai pu, moi, expérimenter. Et je pense que c'est en train de changer, mais c'est central. C'est-à-dire que la question, c'est pas, quelle formation on ouvre demain? C'est comment on prépare notre territoire pour avoir les compétences. Et donc, alors c'est toujours compliqué, les cartes de formation. Vous savez, on regarde où on ouvre une formation, où on en ferme une. Mais là où on en ouvre une, ça peut générer des flux qui vont en fragiliser une autre, ailleurs, à 30 km de là, etc. Mais on a parfois l'impression que l'éducation nationale le fait à partir de de sa vision qu'elle a de l'équipe éducative en place, quoi. Moi, on m'a parfois dit, non, mais cette formation-là, faut la fermer. Je comprenais pas bien pourquoi. C'est parce que l'équipe éducative en place n'est pas au top. Non, on essaie si on considère que les compétences, c'est nécessaire de les construire, on se dote d'une équipe éducative qui fonctionne. On ne forme pas une formation juste pour ça. Si le territoire se dit que il faut former au métier de demain sur la rénovation thermique, énergétique, sur les régulations d'énergie dans les bâtiments, sur la recherche. Il faut le faire dans les territoires aussi. J'ai une question sur la stratégie qui est la vôtre. Compte tenu du travail que vous avez déjà accompli depuis 2010 pour mettre les lycées à niveau progressivement, compte tenu de la capacité financière qui est la vôtre, et si elle devait ne pas changer demain,
Il vous reste à faire d'ici 2050 quelques 40 lycées qui n'ont pas encore été, qui n'ont pas fait l'objet de travaux, et quelques 60 lycées qui ont déjà fait des travaux. Quel choix feriez-vous? Est-ce que vous iriez, par exemple, amener les lycées que vous n'avez pas encore traités à 60% d'économie tout de suite sur les 40 lycées qui n'ont pas été traités, ou est-ce que vous opérerez en tenant compte d'autres critères tels que la répartition géographique dans la région? Alors, est-ce que vous pouvez me répéter votre dernière question? J'ai compris le contexte. Oui. Mais je ne veux pas répondre à côté. Vous savez qu'il vous reste en gros 40 lycées qui n'ont pas été traités du tout, sur les 100. 20. Ah oui, c'est 20. Voilà, d'accord. Sur les 100, il y en a 20 qui ont été traités depuis 2010, enfin, qui font l'objet d'un contrat de performance énergétique. Dans le cadre de cette démarche, on a mis 30 millions sur la table pour la rénovation énergétique. Et ensuite, en 2020, il y a 20 lycées, mais vous allez voir, hein, comme quoi, il y a 20 lycées, pardon, 2020, il y a 60 lycées, donc ça en fait 80 en tout, il en reste 20, pour lesquels, pour la rénovation énergétique, on a mis, j'allais dire, seulement, même si ça reste des sommes considérables, 32 millions sur la table. Mais ça veut dire, on a mis pour 60 lycées la même somme que pour 20, 10 ans avant, hein, quand même. Et donc, votre question, lesquels on allait traiter en premier? Oui, c'est-à-dire, est-ce que vous allez traiter en premier les 20 qu'il reste à traiter et pour les amener à 60% d'économie d'ici 2050, ou est-ce que vous allez saupoudrer un peu davantage l'effort pour traiter l'ensemble des lycées qui restent, certains plus fortement que d'autres, puisqu'ils partent de zéro? Alors, les 20 qui restent, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont absolument pas été traités. Hein. Simplement, on ne l'a pas fait dans le cadre d'un contrat de performance énergétique. Mais ils ont été traités également. De manière moins globale, on pourrait dire. Mais ils l'ont été, je vous le disais, on a 100% de nos lycées qui ont fait l'objet d'un premier traitement. Donc là, pour répondre à votre question, je pense que les premiers qu'il faudrait reprendre, c'est quand même les 20% de lycées qui restent et une partie du parc des 60 lycées là, de la deuxième vague. Je suis pas en mesure de vous répondre sur la méthodologie qu'on adapterait pour fixer les priorités. Merci. Est-ce que des collègues souhaitent, Madame la rapporteure? Il y a d'autres questions? Non. Je finis avec mes deux autres questions. Tout à l'heure, vous avez évoqué des salles fraîches ou la canicule, les îlots de chaleur. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces détails? Et je voudrais savoir aussi, on a parlé des lycées en général, mais y a-t-il une spécificité lycée professionnel? Et notamment, est-ce que vous avez une idée du coût entre rénover un lycée professionnel et un lycée d'enseignement plus classique, j'ai envie de dire? Le coût au mètre carré, il est à peu près le même. La difficulté avec les lycées professionnels, c'est plus qu'on a besoin de températures différentes selon la nature des espaces. Le fameux 19 degrés dans les salles de cours sont pas les mêmes. Enfin, on n'a pas cette exigence-là dans les ateliers. Je crois qu'on est à 16 degrés dans les ateliers. Encore faut-il que ces ateliers, donc ça suppose un travail plus fin, faut-il que ces ateliers ne soient pas en réalité des salles de cours où on passe une demi-heure, je ne sais pas, sur un moteur ou sur une machine ou sur des équipements électriques, et puis ensuite une demi-heure assis autour d'une table, parce que là, ça veut dire que même dans ces ateliers, il faut 19 degrés, et les choses deviennent difficiles. Et donc, ça suppose, pour le travail bâtimentaire, c'est à peu près, c'est pas beaucoup plus compliqué que dans un lycée d'enseignement général.
La question, elle est plus de la régulation d'énergie, parce qu'on va avoir et de comment on s'y prend pour réguler l'énergie, parce qu'on va avoir des besoins différents d'un espace à l'autre qui souvent sont dans les mêmes bâtiments. Donc c'est la question des sondes, des mécanismes de régulation et tout ça. C'est assez facile, hein. Vous avez les salles, elles sont en couloir, après on ne chauffe pas de la même manière et on ne régule pas entre les salles et de la même manière entre les salles de cours et les gymnases. Bon, dans le lycée professionnel, il y a cette question des ateliers qui se pose. Plus de questions? Alors, sur les îlots de fraîcheur, moi j'ai une petite alerte quand même, c'est que je ne connais pas de lycée, il y en a peut-être, hein, mais je ne suis pas certaine, qui soit en mesure d'accueillir des sessions d'examen en période de canicule, qu'on peut très facilement imaginer au mois de juin maintenant, voire même en mai, en tout cas des périodes de forte chaleur, et qui soit capable d'offrir des espaces climatisés pour tenir les examens dans des bonnes conditions. On peut éventuellement avoir une salle, ça arrive, mais c'est franchement pas la règle. Voilà, où il va y avoir de la clim, mais enfin, la clim, c'est ni la clim, ni parfois on va avoir une pompe à chaleur, ok, RR, qui peut rafraîchir un peu. De plus en plus sur les lycées neufs, les architectes emploient des techniques de ventilation naturelle qui vont jouer un peu sur la chaleur, enfin sur les températures. Mais enfin, on est loin de pouvoir garantir les tenues d'examen dans les conditions adéquates en période de forte chaleur. Merci. Merci beaucoup, Madame Canette. Moi, j'ai une dernière question. Qu'est-ce qui vous paraîtrait pertinent, utile de rajouter dans le rapport que vous n'auriez pas encore dit? Je vous l'ai dit, la question de la visibilité qui peut être offerte aux régions et aussi aux autres collectivités sur les cofinancements qui peuvent être offerts. On a besoin de programmer notre travail à l'échelle pluriannuelle et donc on ne peut pas vivre au gré d'appels à projets comme ça et d'y répondre. Enfin, c'est pas comme ça. Sur un tel chantier, ça ne peut pas marcher comme ça. Et si on ne le fait pas, pour les régions, le risque, c'est qu'on se replie sur notre propre patrimoine et qu'on puisse moins être à l'appui des collectivités infrarégionales, alors qu'on aime bien faire ça. Mais ça pourrait être le risque. Vraiment la visibilité des cofinancements, à la fois d'État et à la fois européens. C'est une priorité partagée par de nombreuses collectivités. Merci beaucoup pour votre disponibilité et pour votre apport dans ce long cheminement qui va mener jusqu'à la production du rapport final. Bon après-midi, à une prochaine fois avec plaisir. En tout cas, vous verrez avec grand plaisir M. Jean-Paul Prince. Bon après-midi, au revoir. Un grand merci pour votre écoute à l'attention des collectivités. Merci. Et des régions en particulier. Merci à vous. Au revoir. Nous terminions avec votre... Vous avez rencontré un problème technique? Oui, tout à fait, qui n'a pas réussi à être résolu et je le regrette vraiment sincèrement. Je suis sincèrement désolée de ce qui vient de se passer parce que j'avais tellement hâte de participer c'est dommage. à ce webinaire. J'avais beaucoup de choses à dire sur cette question pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, sincèrement désolée, veuillez accepter écoutez, les excuses. Écoutez, Madame la vice-présidente, on vous propose, si vous en êtes d'accord, bien sûr, de reprogrammer cette audition, mais puis avec votre collègue, vous seul, du coup, parce qu'on ne va pas recommencer, elle a fait sa part, si je puis dire. Parce que là, nous ne pouvons pas continuer, parce que nous avons les questions d'actualité au gouvernement, et comme vous le savez, c'est obligatoire. Bien sûr. Donc, on prendra contact avec vous. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, de
commission de me proposer un report que j'accepte bien sûr volontiers en vous renouvelant toutes mes excuses. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Compréhension. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.